Ma mère a pris mon frère, mon père a pris ma sœur, et j'ai été laissé dans un orphelinat. Des années plus tard, quand ils ont vu ce que j'avais bâti, ils ont tout voulu revenir dans ma vie. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai laissé sonner. 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. Je m'appelle Sienna Hart. J'ai 32 ans et je possède une chaîne de boulangeries artisanales à San Diego que les gens aiment qualifier d'inspirante. Comme si le succès rendait une histoire plus facile à entendre. Ce n'est pas le cas. Car, peu importe à quel point ma vie semble belle maintenant, il y a un son qui peut encore me ramener directement à l'âge de 8 ans. Un téléphone qui sonne et sonne pendant que je reste là, figé, sachant déjà que la personne à l'autre bout veut quelque chose que j'aurais dû avoir il y a des décennies. Ce jour-là, mon écran s'est illuminé encore et encore avec des numéros que je n'avais pas enregistrés, mais que je reconnaissais quand même. Je l'ai laissé sonner. 5 minutes, 10, 30. J'ai continué à glacer des gâteaux, à vérifier les fours, à signer des factures, agissant comme si mes mains ne tremblaient pas soudainement. Parce que la dernière fois que j'ai attendu ces gens, j'étais une petite fille avec une minuscule valise assise sur une chaise en plastique dure dans un endroit qui sentait l'eau de javel et les vieilles couvertures. Écoutant des adultes promettre qu'ils ne me laisseraient là que pour un petit moment. Ma mère a pris mon frère, mon père a pris ma sœur, et c'est moi qui ai été laissé dans un foyer pour enfants. Comme si j'étais la pièce en trop que personne n'avait de place pour porter. Pendant des années, il n'y a eu rien. Pas d'appel, pas de lettres, pas de carte d'anniversaire, pas de pas revenant me chercher. Puis une interview est devenue virale. Un article a raconté au monde ce que j'avais bâti de mes propres mains. Et soudain le silence a pris fin. Ils voulaient tous revenir. Ils voulaient des explications, le pardon, peut-être même une place à la table qu'ils avaient autrefois veillé à ce que je n'ai jamais. Mais les gens aiment les histoires de rédemption parce qu'ils n'ont jamais à vivre la partie où quelqu'un choisit de vous quitter en premier. Avant que ma famille ne se brise, nous avions l'air normaux de l'extérieur. Nous vivions à Tucson, en Arizona, dans une maison de plein pied baignée de soleil avec une allée fissurée et un citronnier qui ne donnait jamais assez de fruits, mais qui était quand même arrosé chaque week-end. Ma mère, Marlène, travaillait dans une école primaire publique, et mon père, Daniel, gérait les expéditions pour un entrepôt en périphérie de la ville. Mon frère aîné, Owen, était le genre de garçon que les adultes appelaient facile. Il était intelligent, calme, doué pour lire l'ambiance. Ma petite sœur, Chloé, était toute en boucle, doigts collants et questions. Et moi, j'étais celle du milieu. Assez vieille pour remarquer les choses. Assez jeune pour encore croire que l'amour était censé être stable. Quand j'y repense maintenant, je peux encore voir la version de nous qui a failli y arriver. Des crêpes le samedi matin, des chaises pliantes bon marché dans le jardin pendant que les hamburgers brûlaient sur le grill. Des soirées cinéma où Chloé s'endormait à mi-chemin et Owen faisait semblant de ne pas s'en soucier quand je glissais la couverture sur nous deux. Pendant un temps, la maison s'est sentie sûre. Pas parfaite, mais sûre. Puis mon père a perdu son emploi. Il a dit que c'était temporaire. Puis il a dit que l'entreprise avait restructuré. Puis il a arrêté de dire grand-chose du tout. Ma mère a pris des heures supplémentaires et l'atmosphère de la maison a changé avant même que je ne comprenne pourquoi. Il y avait des factures sur le comptoir, des disputes chuchotées au début, puis des disputes à plein volume qui fuyaient sous les portes et dans les couloirs. On peut toujours savoir quand les adultes mentent sur le fait que tout va bien. Ils sourient trop vite. Ils posent trop de questions sur l'école. Ils évitent votre regard. Mon père a commencé à dormir sur le canapé certaines nuits. Ma mère a arrêté de rire des choses qui étaient censées être drôles. Owen restait plus souvent dans sa chambre. Chloé est devenue collante. Et je suis devenu l'enfant qui écoutait. J'écoutais à l'escalier. J'écoutais à travers les murs. J'écoutais parce que personne ne me disait la vérité. Et j'avais le sentiment que la vérité contenait mon nom. La nuit où j'ai réalisé à quel point la situation était grave, j'ai entendu ma mère dire « Nous ne pouvons plus vivre comme ça ». Mon père a rétorqué « Alors pars ». Il y a eu un silence après cela. Pas un silence calme, le genre qui vous dit que quelque chose de permanent vient d'entrer dans la pièce. Une semaine plus tard, ils nous ont dit qu'ils se séparaient. Ils l'ont dit doucement comme si des voix douces pouvaient rendre une chose dure plus petite. Ils nous ont assis à la table de la cuisine et ont parlé comme s'ils lisaient un scénario qu'ils avaient répété sans nous.
Ils ont dit que ce n'était pas notre faute. Ils ont dit qu'ils nous aimaient tous les deux. Ils ont dit que les familles peuvent changer de forme et rester des familles. Puis la vraie vie a commencé à percer à travers les fissures du discours. Qui resterait où? Qui déménagerait en premier? Quel district scolaire fonctionnerait, ce qui était abordable? C'était la partie qu'ils essayaient de ne pas dire devant nous, mais les enfants entendent tout ce qui compte le plus. Ma mère voulait Owen avec elle parce qu'il était organisé et calme et plus facile à gérer. Mon père voulait Chloé parce qu'elle pleurait pour lui et il a dit qu'elle avait besoin de stabilité. Personne n'a prononcé mon nom en premier. Personne ne s'est battu pour moi. Personne n'a même dit « et Sienna » jusqu'à ce que j'ai déjà assez entendu pour savoir que la réponse ne ressemblerait pas à de l'amour. Plus tard cette nuit-là, je suis resté dans le couloir pendant qu'ils se disputaient derrière la porte de leur chambre. « Tu la prends » a claqué ma mère. Mon père a rétorqué « Je peux à peine gérer un enfant en ce moment. Elle est trop émotive. » Puis ma mère a prononcé la phrase qui est restée sous ma peau pendant des années. Elle a dit « juste pour un petit moment. Peut-être que Opaos peut la garder jusqu'à ce que nous nous installions. » La garder comme si j'étais un bagage, comme si j'étais une boîte dont il devait se débarrasser jusqu'à ce que la vie soit plus facile. 2 jours plus tard, ma mère a emballé mes vêtements dans une petite valise sans les plier correctement. Mon père a conduit. Personne n'a appelé ça un abandon. Ils ont appelé ça temporaire. Ils ont appelé ça quelques semaines. Ils ont appelé ça la meilleure chose pour tout le monde. Opaos était derrière un grillage avec une enseigne délavée et un bureau d'accueil qui sentait le café, le papier et le désinfectant. Une femme au bureau m'a souri de cette manière prudente que les adultes adoptent quand ils savent que quelque chose de terrible se passe, et qu'ils veulent le crédit d'être doux à ce sujet. Ma mère s'est agenouillée devant moi et a ajusté mon col, même si rien n'allait mal. Mon père a signé des papiers sans lever les yeux. Chloé était dans la voiture. Owen est resté à la maison avec ma tante. Personne ne voulait que le moment soit réel. « Nous reviendrons te chercher bientôt » a dit ma mère. « Dès que les choses se calmeront. » Mon père m'a finalement regardé et a dit « Sois sage, d'accord ? Ce ne sera que pour un petit moment. » Je me souviens les avoir regardés tous les deux, attendant qu'un visage craque, attendant qu'une voix se brise, attendant que l'un d'eux décide que c'était insensé et me ramène à la voiture. Au lieu de cela, ils se sont levés. Ma mère m'a embrassé le front. Mon père a ramassé le stylo qu'il avait failli oublier. Puis ils sont partis. Ils ne se sont pas retournés. Ils n'ont pas fait signe. Ils ne sont pas revenus ce week-end-là, ni le suivant, ni celui d'après. La première nuit à Opaos, j'ai dormi dans un lit jumeau étroit avec une housse de matelas en plastique qui crépitait chaque fois que je bougeais. La chambre abritait 4 filles, mais personne ne parlait après l'extinction des lumières. Une fille pleurait dans son oreiller. Une autre fixait le plafond comme si elle l'avait fait si souvent qu'elle pouvait y voir quelque chose d'écrit. J'ai gardé mes chaussures parce que je pensais que mes parents pourraient venir tard et que je devrais être prête. C'était le genre d'enfant que j'étais encore à l'époque. Pas encore en colère, juste préparé. Le lendemain matin, je me suis assise près de la fenêtre dans la salle de jour parce que je voulais la meilleure vue sur le parking. Je me suis dit que s'ils venaient, je les verrais en premier. Une berline blanche s'est garée vers midi et mon cœur s'est presque arrêté. Mais c'était un bénévole apportant des conserves. Après le déjeuner, une travailleuse sociale m'a demandé si je voulais faire une carte de remerciement pour ma famille pour avoir organisé des soins jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je me souviens l'avoir regardé et avoir pensé, vous ne les connaissez pas du tout. Mais j'avais 8 ans et j'avais peur. Alors j'ai hoché la tête et j'ai pris les crayons. Chaque adulte autour de moi semblait plus à l'aise avec la version de mon histoire où je n'avais pas été laissé. Alors pendant quelques jours, j'ai essayé de vivre aussi dans cette version. J'ai fait la carte. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai compté les week-ends. Dès la 2e semaine, même le personnel a cessé d'utiliser la phrase « quand votre famille reviendra » et a commencé à dire « s'il y a des nouvelles ». Il y a une grande différence entre ces 2 types de phrases. L'une maintient un enfant en vie. L'autre lui apprend à ne pas attendre d'air. J'ai appris les routines rapidement parce que les routines étaient plus sûres que les sentiments. Se lever. Faire le lit impeccablement. Faire la queue pour le petit déjeuner. Garder son plateau droit. Ne pas poser trop de questions. Ne pas répondre.
Ne pas pleurer là où les enfants plus grands peuvent vous voir. À Opaos, la tristesse faisait de vous une cible. Les enfants qui étaient là depuis plus longtemps pouvaient sentir l'espoir frais sur vous, et ils détestaient ça parce qu'ils savaient ce qui venait après. Une fille m'a demandé le 4e jour, ils ont dit qu'ils revenaient? J'ai hoché la tête. Elle a haussé les épaules et a dit, ils disent toujours ça. Puis elle est partie comme si elle venait de me donner un fait, pas une lame. J'ai arrêté d'attendre près de la fenêtre après cela, mais j'écoutais toujours les pas. Je regardais toujours la porte d'entrée chaque fois qu'elle s'ouvrait. Je croyais toujours que certains sons signifiaient le sauvetage. Mon assistante sociale, Madame Bell, portait des pulls doux et parlait d'une voix qui donnait toujours l'impression qu'elle essayait de ne pas réveiller un bébé qui dormait. Elle m'a posé des questions sur mes plats préférés, mon école, mon anniversaire, mes frères et sœurs. Elle n'a jamais posé la vraie question, celle qui était entre nous chaque fois que je la voyais. Pourquoi ne t'ont-ils pas prise? Elle a appelé mes parents. Elle a laissé des messages. Elle a envoyé des formulaires par courrier. Elle m'a dit qu'ils traversaient beaucoup de choses. J'ai appris plus tard qu'ils avaient tous les deux déménagé rapidement. Ma mère dans une location de l'autre côté de la ville avec Owen, mon père chez un ami avec Chloé jusqu'à ce qu'ils retrouvent du travail. En d'autres termes, ils avaient réussi à organiser leur vie avec les 2 enfants qu'ils voulaient garder. C'est seulement moi qui étais devenu trop compliqué. Cette vérité est arrivée par morceaux. D'abord il n'y a eu pas d'appel. Puis il n'y a eu pas de visite. Puis il y a eu de la paperasse. Les adultes ne disent jamais que vos parents choisissent de disparaître. Ils disent des choses comme « réponse tardive » et « pas de plan de placement actuel » et « prolongation de placement temporaire ». Mais tout cela signifie la même chose. Un après-midi, j'ai entendu Mademoiselle Bell parler devant son bureau. Elle ne savait pas que j'étais au coin de la rue. Elle a dit « Nous devrons peut-être la transférer en placement familial de longue durée si la famille reste sans réponse. » Sans réponse. Ce mot m'a changé. Il sonnait si propre, si professionnel, tellement plus joli qu'abandonné. À peu près à la même époque, j'ai appris que ma mère avait dit à des proches que je restais chez des amis de la famille pendant que les choses se réglaient. Mon père a dit aux gens que j'étais dans un programme scolaire spécial. Tout le monde a eu un mensonge qui les mettait à l'aise. J'ai eu un lit superposé et un casier avec une charnière cassée. La partie qui faisait le plus mal n'était pas la faim ou les règles ou même la peur. C'était l'invisibilité. Mon frère et ma sœur existaient toujours dans leur nouvelle maison. Ils avaient des chambres, des routines, des heures de coucher, des matins d'école. Ils étaient toujours dans l'histoire de la famille, même si elle s'était divisée en 2. J'étais la partie que tout le monde avait supprimée. Un enfant peut survivre à beaucoup de choses. Ce à quoi elle ne peut pas survivre inchangé, c'est la connaissance que lorsque les adultes de sa vie ont commencé à faire des coupes, elle était la plus facile à retirer. La nuit, après l'extinction des lumières, j'appuyais mon poing contre ma bouche pour retenir le son. Je ne voulais pas que les autres filles m'entendent pleurer. Je ne voulais pas ressembler à quelqu'un qui attendait encore, mais au fond de moi, j'attendais toujours. J'attendais qu'un adulte réalise qu'il avait laissé une fille vivante et respirante dans un endroit conçu pour des enfants pour qui personne ne revenait. J'attendais un appel téléphonique qui dirait qu'il y avait eu une erreur. J'attendais d'être assez importante pour que quelqu'un ait honte. Cet appel n'est jamais venu. La semaine de mon 9e anniversaire est passée sans carte ni gâteau ni voix de la maison. Quelque chose en moi s'est tu. J'ai arrêté de demander au personnel s'il y avait eu des nouvelles. J'ai arrêté de vérifier le parking. J'ai arrêté de trouver des excuses pour des gens qui avaient fait un choix puis avaient bâti une toute nouvelle vie en faisant semblant que ce n'était pas un choix du tout. Ce fut l'année où j'ai appris à devenir utile. Les enfants utiles se font moins remarquer. Les enfants utiles causent moins de problèmes. Les enfants utiles survivent plus longtemps. Alors, je nettoyais les tables. Je pliais le linge. J'aidais les petites filles à lasser leurs chaussures et à mémoriser l'ordre de la file de la cafétéria. J'avalais chaque question qui ressemblait trop à une blessure. Mais même alors, de temps en temps, généralement juste avant de dormir, une pensée refaisait surface, peu importe à quel point je la repoussais. Ma mère a pris mon frère, mon père a pris ma sœur, et personne ne m'a prise. Quand j'ai quitté Opaos pour le placement familial, j'ai pensé que cela signifiait peut-être que ma vie allait de l'avant. Les enfants des foyers pour enfants imaginent les familles d'accueil comme les gens solitaires imaginent les miracles.
Vous imaginez une lumière de Porsche, une femme qui se souvient de vos céréales préférées. Un homme qui vous apprend à faire du vélo si vous l'avez en quelque sorte manqué la première fois. Une pièce qui sent le détergent et la sécurité. Ce que j'ai eu à la place, c'est une série de maisons où j'ai appris combien de façons différentes les gens peuvent vous faire sentir temporaire. Mon premier placement a été avec un couple qui avait déjà 3 garçons et prenait des enfants placés pour la location. Ce n'étaient pas des monstres. Cela rendait presque les choses pires. Les monstres sont plus faciles à haïr. Ces gens étaient juste indifférents d'une manière qui vous vidait lentement de l'intérieur. Mes vêtements sont restés dans des sacs poubelles pendant des mois. J'ai dormi sur un canapé-lit dans une tanière sans porte. Chaque fois que des proches venaient, on me disait de me faire discrète. Je suis devenu très doué pour disparaître avant que quiconque ait à demander 2 fois. Quand ils ont décidé qu'ils étaient débordés et voulaient se concentrer sur leur « vraie famille », j'ai été déplacé à nouveau. Cette phrase est restée avec moi pendant des années aussi. Vraie famille, comme si j'avais été une répétition. Mon deuxième placement avait trop d'enfants et trop peu d'adultes attentifs. La nourriture disparaissait vite. L'intimité n'existait pas. L'école a changé à nouveau. Et avec elle, tout le rituel épuisant d'être la nouvelle fille sans réponse claire quand les professeurs demandaient où était la maison. J'obtenais de bonnes notes quand je pouvais parce qu'être intelligente était la seule chose qui me semblait encore m'appartenir. Mais la douleur a une façon de se manifester dans le corps, que vous l'invitiez ou non. Je serrais tellement la mâchoire en dormant. J'ai commencé à me réveiller avec des maux de tête. Je sursautais quand les portes claquaient. Je disais désolé tout le temps, même quand personne ne me parlait. Puis est venue la mère d'accueil qui se spécialisait dans la cruauté polie. En public, elle préparait des gratins pour les collectes de l'église et appelait chaque enfant « chéri ». En privé, elle savait exactement où appuyer. Tu devrais sourire plus. Les gens n'aiment pas les filles avec cette expression sur leur visage. Peut-être que si tu étais plus facile à aimer, quelqu'un t'aurait gardé. Elle ne m'a jamais frappé. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'en prenait à la partie de moi qui espérait encore que j'avais valu la peine d'être gardé. À ce moment-là, j'avais appris une affreuse vérité. Une fois qu'un enfant a déjà été abandonné, le monde suppose qu'elle peut absorber un peu plus de dommages. Les adultes lisent la survie comme une force. Ils voient une fille silencieuse et fonctionnelle et pensent qu'elle va bien, alors qu'en réalité, elle est juste devenue excellente à saigner en interne. La chose qui m'a sauvé n'a pas eu l'air héroïque au début. Cela a commencé dans une cuisine. L'une des maisons m'a envoyé aider à un programme de repas d'église le samedi parce que j'étais considéré comme responsable et parce que le travail gratuit est toujours rebaptisé « formation du caractère » quand on est un enfant placé. Un homme plus âgé y dirigeait le poste de pâtisserie. Il s'appelait Ramon Ellis, bien que tout le monde l'appelait chef même quand il n'était pas dans un restaurant. Il avait des tempes argentées, de la farine sur sa chemise la moitié du temps, et le genre de voix calme qui rendait les instructions sûres. Il m'a montré comment niveler la farine avec le dos d'un couteau, comment la levure devait se réveiller dans de l'eau tiède, pas chaude, comment la pâte changeait quand on lui donnait du temps au lieu de la force. La première fois que j'ai sorti un plateau de petits pains du four, je les ai juste fixés. Ils avaient levé grâce à ce que j'avais fait. Ils s'étaient transformés parce que j'avais suivi chaque étape et été resté patiente assez longtemps pour que le changement se produise. Cela peut sembler insignifiant à quelqu'un qui a grandi avec un confort ordinaire. Pour moi, c'était comme trouver la preuve que l'attention pouvait mener quelque part. Les gens avaient toujours été imprévisibles. Les règles avaient toujours changé. L'amour était toujours venu avec une sortie. Mais la pâtisserie répondait à la constance. Elle récompensait l'attention. Elle demandait de la discipline, puis vous donnait quelque chose de chaud en retour. J'ai commencé à me porter volontaire pour tous les quarts de cuisine que je pouvais obtenir. J'ai appris à faire des biscuits, des roulés à la cannelle, des pains tressés, des tartes aux fruits simples. Chef Ramon ne me flattait pas. Il me corrigeait quand je me pressais et me faisait recommencer quand j'étais bâclé. Mais il me traitait aussi comme quelqu'un capable de maîtrise, pas seulement comme quelqu'un dans le besoin. Il y a une énorme différence entre la pitié et le respect. Et j'étais assez vieille à l'époque pour savoir de laquelle j'étais affamée. À peu près à la même époque, une conseillère d'orientation nommée Madame Vivian Brox a remarqué que chaque fois que l'école demandait aux élèves d'écrire sur l'avenir, j'ai cessé de ressembler à une enfant placée remplissant des formulaires et j'ai commencé à ressembler à une femme construisant une vie.
Elle m'a demandé une fois pourquoi je restais après le déjeuner pour aider le personnel de la cafétéria à empiler les plateaux. J'ai haussé les épaules et j'ai dit que j'aimais les cuisines. Elle a dit, non, tu aimes l'ordre. Tu aimes faire des choses avec tes mains. Cette phrase m'a frappé fort parce que c'était la première fois qu'un adulte me décrivait d'une manière qui n'avait rien à voir avec des dommages. Madame Brox m'a aidé à entrer dans un programme professionnel avec des options culinaires. Chef Ramon m'a aidé à pratiquer. J'ai commencé à me lever tôt pour cuisiner avant l'école si j'avais accès à une cuisine. Et si ce n'était pas le cas, j'écrivais des recettes dans les marges de vieux cahiers et mémorisais les mesures comme une prière. La vie en foyer n'est pas soudainement devenue facile. J'ai encore été déplacé après la fin d'un placement. J'ai encore appris à ne pas trop déballer. J'avais encore des nuits où la colère montait si forte que je devais m'asseoir sur mes mains pour éviter de casser quelque chose. Mais maintenant, il y avait une petite lumière tenace en moi. Chaque fois que je pétrissais de la pâte, chaque fois que le beurre fondait dans la farine, chaque fois qu'une croûte devenait dorée sur les bords, je me sentais moins comme l'enfant de trop et plus comme quelqu'un qui devenait. À 16 ans, j'aidais à traiteur de petits événements d'église et des rassemblements de quartier. À 17 ans, j'étais la personne à qui chef Ramon faisait confiance avec le poste de pain sans surveillance. Il m'a dit un jour, tu as un don, Sienna, mais plus que cela, tu as de la discipline. Le talent fait du bruit. La discipline construit une vie. Personne dans ma famille biologique ne m'a jamais donné de mots comme cela. Personne ne m'a dit que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être cultivé. Les gens qui m'avaient faite ne sont pas restés assez longtemps pour voir qui j'étais. Mais 2 étrangers l'ont fait, un vieux boulanger avec de la farine sur les manches et une conseillère qui remarquait où mes yeux s'illuminaient. Ce sont les premières personnes qui m'ont appris quelque chose que je passerai le reste de ma vie à prouver vrai. Être laissé pour compte ne signifie pas que tu es destiné à y rester. Cela signifie seulement que tu devras construire ton propre chemin pour t'en sortir. Je suis sorti du système à 18 ans avec un sac de sport, un dossier rempli de papiers que personne n'explique vraiment aux enfants placés avant qu'il ne soit trop tard. Et une bourse pour un programme culinaire de collège communautaire qui me semblait beaucoup trop petit pour contenir l'ampleur de ma faim. Pas la faim de nourriture, la faim de contrôle, la faim d'un avenir que personne ne pouvait m'enlever parce que personne ne me l'avait donné en premier lieu. J'ai emménagé dans un appartement partagé à San Diego avec 2 autres filles qui ne se souciaient pas d'où je venais tant que je payais le loyer à temps et gardais l'évier propre. Ce fut l'une des premières libertés que l'âge adulte m'a donnée. Personne ne m'a demandé d'exprimer de la gratitude pour être autorisé à rester. J'ai suivi des cours pendant la journée et travaillé le matin dans un dîner qui servait le petit déjeuner à des hommes en bottes de travail et des femmes en blouse qui sentaient le parfum et l'épuisement. La nuit, je nettoyais l'équipement dans une petite boulangerie à North Park jusqu'à ce que mon dos me fasse mal et que mes doigts s'engourdissent à cause de l'eau chaude et du désinfectant. Je faisais mes devoirs aux arrêts de bus. Je mémorisais les coups d'inventaire en attendant les tables. Je vivais de café, de toast et du genre de détermination qui frise la colère si vous vous en approchez suffisamment. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent que bien plus tard. La stabilité est chère. La paix est chère. Ne pas avoir à supplier est cher. Et quand vous venez de rien, chaque chose ordinaire ressemble à une montagne avec des factures attachées. J'ai commencé à vendre mes propres pâtisseries sur un marché de producteurs le week-end, en utilisant des recettes que j'avais passé des années à affiner. Des petits pains au miel et sel de mer, des muffins au beurre noisette, des brioches à la cardamome qui se vendaient avant 10 heures du matin quand le temps était assez froid pour que les gens veuillent du réconfort. Au début, j'essayais juste de couvrir l'essence et les manuels. Puis j'ai remarqué quelque chose. Les gens revenaient. Ils amenaient des amis. Ils demandaient où était mon magasin. Je n'en avais pas. Pas encore. Mais pour la première fois, pas encore, sonnait plus puissant que jamais. C'est sur ce marché que j'ai rencontré Tessa Monroe. Elle avait un stand à proximité vendant des tasses en céramique faites à la main et parlait plus vite que quiconque j'ai jamais rencontré. Tessa avait un cerveau d'affaires enveloppé dans un chignon désordonné et une veste en cuir. Elle a regardé mon tableau de prix un matin et a dit, « Tu sous-évalues d'au moins 20% et tu souris comme si c'était un trait de personnalité. » J'ai ri parce que personne ne m'avait jamais critiqué si nonchalamment sans essayer de me rabaisser. Elle est devenue ma première vraie amie à l'âge adulte. Pas une conseillère, pas une mentor, une amie. Le genre qui arrivait avec du café quand j'avais une crise à cause du loyer et qui pouvait regarder une feuille de calcul comme si c'était des potins. Quelques mois plus tard,
j'ai rencontré Adrien Cole. Il est venu à la boulangerie où je travaillais la nuit parce que son cabinet d'architecture faisait des heures tardives à proximité. Et pendant une semaine entière, il a commandé le même café noir et un croissant nature comme s'il était trop fatigué pour choisir la joie. Le 8e jour, il a demandé qui faisait les scones à l'orange et au romarin. J'ai dit que c'était moi. Il a pris une bouchée et a fermé les yeux comme s'il vivait une expérience spirituelle devant la vitrine à pâtisserie. J'aurais dû trouver ça ridicule. Au lieu de ça, j'ai ri si fort que j'ai dû détourner le regard. Adrien était prudent avec les gens d'une manière qui me rendait méfiante au début. Les hommes trop doux peuvent sembler irréels quand votre système nerveux a été entraîné à l'instabilité. Mais il n'a jamais poussé. Il n'a jamais essayé de réparer mon passé ou de me tirer mon histoire avant que je sois prête. Il aimait mon ambition. Il respectait mes limites. Il posait de vraies questions et attendait de vraies réponses. Cette patience a fait place à la confiance. Pas d'un coup, pas dans une scène de film dramatique. Lentement. Le seul type de lenteur auquel j'avais appris à croire. J'ai transféré du collège communautaire à un programme d'extension culinaire axé sur les affaires et j'ai commencé à tracer un avenir plus grand que de survivre au quart de travail. Tessa ne cessait de me dire que j'avais besoin d'une marque, pas seulement de recettes. Adrien m'a aidé à penser visuellement à l'espace et au flux et pourquoi les gens revenaient dans certaines pièces. Chef Ramon, qui m'appelait toujours « gamine », même quand j'étais légalement adulte, m'a rappelé de ne pas courir après l'esthétique au point d'oublier la substance. Quelque part au milieu de tout cela, le nom m'est venu. Second morning, deuxième matin, parce que certaines personnes ont un début propre et que certains d'entre nous doivent en construire un second de leurs propres mains. J'ai commencé avec des boutiques éphémères, puis un service de traiteur privé pour de petits événements créatifs, puis un comptoir de petit déjeuner dans un hall alimentaire partagé qui pouvait à peine contenir 2 employés et un mixeur, mais qui approuvait le concept. J'étais terrifié tout le temps, terrifié que le marché se refroidisse, terrifié de ne pas pouvoir payer les salaires, terrifié que chaque succès révèle que j'étais devenu trop à l'aise et que j'avais oublié que la vie peut encore enlever des choses. Mais la peur est différente quand elle chevauche à côté d'un but. Elle parle toujours. Elle n'a juste pas le droit de diriger. Le matin où un blog local a écrit que mes brioches à la cardamome étaient la meilleure chose cuite qui soit arrivée à la culture du brunch de San Diego depuis des années. J'ai pleuré dans la pièce de stockage sec pendant 5 minutes entières avec un sac de farine sous le bras comme si c'était un témoin. Ce n'était pas vraiment à propos du blog. C'était à propos de la distance entre ce moment et la fille sur le matelas en plastique qui avait cru un jour qu'elle était trop gênante pour être gardée. J'ai ouvert mon premier magasin complet à 27 ans. Carrelage blanc, bois chaleureux, étagères ouvertes, une longue table commune parce que je voulais que des étrangers s'assoient les uns près des autres et se sentent peut-être moins seuls en mangeant quelque chose de bon. Nous avons embauché 2 anciens jeunes placés la première année parce que je savais exactement ce que cela signifiait de sortir du système sans réseau et sans endroit d'où atterrir. Je n'étais pas intéressé par la construction d'une jolie entreprise avec une triste histoire d'origine attachée comme décoration. Je voulais construire quelque chose qui nourrissait les gens littéralement, émotionnellement, pratiquement. Quelque chose qui transformait ce qui m'avait presque ruiné en l'opposé de la ruine. L'entreprise a grandi. Ma confiance aussi. La partie de moi qui ne mesurait plus ma valeur selon si quelqu'un revenait aussi. Et quelque part en chemin, sans faire aucune annonce, j'ai arrêté de chercher ma famille. J'ai arrêté de taper des noms sur les réseaux sociaux, arrêté d'imaginer des retrouvailles accidentelles dans les allées des supermarchés, arrêté de me demander si peut-être ils avaient assez souffert pour mériter le retour dans l'histoire. J'avais trop à faire, trop à protéger, trop de vie propre. C'était l'étrange beauté du succès après l'abandon. Il n'a pas effacé la blessure. Il a juste empêché la blessure d'être le centre de chaque pièce où j'entrais. À 32 ans, Second Morning était passé d'un étroit comptoir de petit déjeuner à 8 emplacements à travers le comté de San Diego. Chacun bâti autour de la même idée qui m'avait sauvé des années plus tôt dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Constance, chaleur, dignité, bon pain, vrai café, une pièce où personne n'avait à gagner le droit de rester assis. Les journaux ont adoré mon histoire une fois qu'elle est devenue assez polie pour être imprimée. Les présentateurs locaux m'ont appelée résiliente. Les magazines de style de vie m'ont appelé autodidacte. Ils m'ont mise dans des blazers en lin et m'ont photographié à côté de présentoirs de pâtisserie comme si la survie avait été un exercice de branding au lieu d'une guerre privée. J'ai compris la valeur de la presse. Alors j'ai souri et fait les interviews.
Mais chaque fois que quelqu'un disait « orpheline devenue entrepreneuse », je devais résister à l'envie de demander s'il voulait la version avec le bel éclairage ou celle avec la faim et les crises de panique et des années à être traité comme un meuble temporaire. Pourtant, la couverture médiatique a aidé, alors je l'ai utilisée. Nous avons lancé un programme d'apprentissage rémunéré pour les jeunes adultes sortant du système de placement familial. Nous nous sommes associés à une organisation à but non lucratif pour le logement. Nous avons commencé à offrir des ateliers gratuits sur la budgétisation une fois par mois depuis notre emplacement phare parce que personne n'enseigne aux enfants du système ce que l'âge adulte coûte réellement jusqu'à ce que le loyer soit dû. Tessa gérait les opérations comme un général de terrain avec des créoles en or. Adrien a finalement conçu mes 3e et 4e magasins, puis a continué à concevoir les suivants parce qu'apparemment, mélanger la romance avec le développement commercial est durable si les deux personnes savent comment se disputer sans rendre la pièce dangereuse. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était la mienne d'une manière qui m'émouvait encore parfois. J'avais une maison avec des plantes que je maintenais en vie exprès. J'avais un partenaire qui savait quand me serrer et quand me laisser seul. J'avais des gens qui appelaient non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, mais parce qu'ils voulaient savoir comment s'était passée ma journée. J'avais bâti une vie assez solide pour que mon passé ne ressemble plus à une trappe sous chaque bonne chose. Puis j'ai accepté de faire une interview télévisée. C'était un reportage local au début, juste un segment d'intérêt humain sur la croissance des petites entreprises et l'impact communautaire. Mais la présentatrice a posé une question inattendue vers la fin. Elle a dit, vous parlez beaucoup de créer une seconde chance pour d'autres jeunes. D'où cela vous vient-il personnellement? Et peut-être étais-je fatigué. Peut-être étais-je prête. Peut-être qu'une partie de moi voulait que la vérité existe quelque part en dehors de mon propre corps pour une fois. Alors, je l'ai raconté. Pas tous les détails brutaux, mais suffisamment. J'ai dit que j'avais été laissé dans un foyer pour enfants à 8 ans. J'ai dit que j'avais passé mon enfance à travers le système de placement familial. J'ai dit que le travail que je fais maintenant est construit sur le type de soutien que j'aurais aimé que quelqu'un se soit battu pour me donner plus tôt. Le clip est devenu viral ce soir-là. Puis un compte plus grand l'a reposté. Puis un journal l'a repris et a écrit un article plus long avec de vieilles photos, des chiffres d'affaires et un titre sur ce que j'avais construit après avoir été abandonné par mes 2 parents. Ce mot est finalement apparu dans la presse. Abandonné. Je l'ai fixé longtemps sur mon téléphone et je n'ai ressenti aucune honte, seulement de la clarté. 3 jours plus tard, les appels ont commencé. Le premier est arrivé alors que je vérifiais les salaires dans le bureau arrière. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis un autre, puis un autre. À l'heure du déjeuner, il y avait 6 appels manqués et un message vocal d'une voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 20 ans et que je reconnaissais pourtant instantanément parce que le traumatisme stocke le son dans des endroits que la logique ne peut atteindre. C'était Owen. Sa voix était devenue plus grave, mais le rythme était le même. Il a dit, si, c'est moi. Je sais que c'est un choc. S'il te plaît, rappelle-moi. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Je suis resté si immobile après la fin de ce message que l'un de mes adjoints a frappé à la porte du bureau pour demander si j'allais bien. J'ai dit oui, ce qui n'était pas vrai, mais pas entièrement faux non plus. J'étais fonctionnel. C'était ma version de « ça va » pendant la majeure partie de ma vie. Le deuxième message vocal est venu de Chloé ce soir-là. Elle a pleuré avant de finir de dire mon nom. Le troisième était ma mère. Elle sonnait plus âgée, plus essoufflée, comme si le regret pesait dans sa poitrine. Puis mon père a appelé. Puis Owen à nouveau, puis ma mère à nouveau. Puis des SMS ont commencé à arriver. Chacun essayant un ton différent. Nous devons parler. S'il te plaît, écoute-nous. Il y a tellement de choses qui ne t'ont jamais été dites. Nous te cherchions. Ton père est malade. Ta mère est hors d'elle. Chloé veut te voir. Owen dit qu'il n'a jamais arrêté de penser à toi. J'ai laissé chaque appel sonner. 5 minutes, 10, 30. Exactement comme ce premier jour dans mon bureau où mes mains tremblaient sur un plateau de factures. Et j'ai compris avec une précision terrible ce qui se passait. Ils m'avaient vu, non pas l'enfant qu'ils ont laissé, la femme que je suis devenue sans eux. Les entreprises, les articles, les photos, la version de moi qui avait l'air précieuse. Les gens demandent toujours si le succès est la meilleure vengeance. Je pense que cela dépend du type de succès que vous entendez.
Si le succès signifie être si visiblement bien que les gens qui vous ont brisé veulent soudainement à nouveau accès, alors oui, il a un petit côté cruel. Parce que la vérité est que leur silence avait duré jusqu'à ce que ma vie devienne quelque chose qu'ils pouvaient montrer du doigt, sur quoi ils pouvaient s'appuyer, ou dont ils pouvaient éventuellement bénéficier. Et j'en savais assez sur le timing humain à ce moment-là pour comprendre que le timing est souvent le motif portant un manteau poli. Je ne les ai pas rappelés tout de suite. J'ai écouté les messages vocaux 2 fois, puis j'ai transféré les numéros à Tessa, qui a les instincts d'une détective privée piégée dans le corps d'une femme d'affaires. Elle n'a rien fait d'illégal. Elle savait juste comment consulter les registres publics, les médias sociaux, les archives des nouvelles locales et les empreintes numériques que les gens laissent lorsque leur vie cesse de tenir ensemble proprement. À la fin de la semaine, le tableau était assez laid pour rendre le timing de leur amour soudain encore plus sale. Ma mère, Marlène, s'était remariée des années après le divorce, puis avait divorcé à nouveau 18 mois plus tôt. Son deuxième mari est parti après une longue période de problèmes financiers qu'elle avait apparemment cachés à presque tout le monde. Mon père, Daniel, avait développé de graves problèmes de santé et vivait seul dans une location d'une chambre en dehors de Phoenix après avoir dilapidé le peu d'économies qu'il avait. Owen travaillait dans les ventes régionales jusqu'à ce qu'il se retrouve mêlé à une enquête pour fraude aux dépenses et perde son emploi. Chloé, selon Tessa, avait eu des relations fluctuantes avec les 2 parents pendant des années et avait à un moment donné appris suffisamment de la vérité sur moi pour prendre ses distances. En d'autres termes, la vie avait fait ce que la conscience n'avait jamais réussi à faire. Elle les avait acculés. Soudain, mon histoire n'était plus une honte familiale qu'ils pouvaient enterrer. C'était une porte qu'ils voulaient rouvrir. Parce que peut-être la fille qu'ils avaient jetée était devenue quelqu'un d'utile. Peut-être devrais-je vous dire que c'est à ce moment-là que tous mes sentiments se sont éteints et que je me suis transformé en glace. Cela ferait une histoire de vengeance plus nette. Ce serait aussi un mensonge. Ce que je ressentais était compliqué. De la rage, oui. Du dégoût, absolument, mais aussi du chagrin. Le vieux genre. Le genre humiliant. Le genre qui ne se soucie pas de votre succès. Parce que même quand vous savez exactement qui sont les gens, il y a toujours une partie de vous qui remarque combien de temps il leur a fallu pour vous vouloir et saigne. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement accepté de les rencontrer à une condition. Pas chez quelqu'un, pas en Arizona, pas lors d'un repas de famille sentimental où ils pourraient agir comme si la mémoire était la même chose que la réparation. Je leur ai dit de venir à San Diego et de me rencontrer après les heures de fermeture dans mon magasin phare. Un terrain neutre. Sauf que ce n'était pas neutre du tout. C'était mon terrain, mes fours, mon personnel rentré chez lui, ma table, mes règles. Ils sont arrivés ensemble un mardi soir juste après 19h. Je les ai vus à travers les vitrines avant d'ouvrir la porte. Et pendant une seconde surréaliste, ils ressemblaient à une famille dans une scène ordinaire, debout sous la douce lumière devant une boulangerie, déplaçant leur poids, attendant d'être laissés entrer. Puis je me suis souvenu de ce que font les familles quand elles veulent vous garder, et l'image s'est brisée. Mon père semblait plus petit que dans mes souvenirs, pas seulement plus mince, mais plus pâle en quelque sorte, comme si la vie l'avait érodé. Ma mère avait les mêmes mains, toujours agitées quand elle était nerveuse, tordant la lanière de son sac à main. Owen se comportait avec la politesse prudente de quelqu'un qui savait qu'il avait besoin de miséricorde et n'avait pas le droit de la demander. Chloé me regardait comme les gens regardent une tombe qu'ils ont enfin localisée après des années sans savoir où se tenir. Je les ai laissés entrer. Personne ne m'a serré dans ses bras. Bien. Ils se sont assis à la longue table commune où des étrangers partageaient habituellement des pâtisseries le dimanche matin. Et pendant un temps, personne ne savait comment commencer. Finalement, ma mère a chuchoté, « Tu es belle ». C'était une phrase tellement inutile dans cette pièce que j'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai dit, « Vous n'êtes pas venu ici pour décrire mon visage. Commencez à parler. » Owen a essayé en premier. Il a dit qu'ils avaient tous traversé des moments difficiles. Il a dit qu'il y avait des choses que je n'avais jamais comprises enfant. Il a dit que tout le monde avait des regrets. Mon père a dit qu'il avait été débordé, ruiné, honteux, buvant trop. Ma mère a dit qu'elle se noyait et pensait que je serais plus en sécurité en placement temporaire que dans le chaos qu'il traversait. Chloé a pleuré et a dit qu'elle n'avait appris la vérité complète que quelques années plus tôt, qu'on lui avait dit que j'étais avec de la famille, puis que le système avait rendu le contact impossible, puis qu'on lui avait dit tant de versions qu'elle ne savait plus ce qui était réel. Je les ai laissés parler.
Je les ai laissés expliquer. Je les ai laissés réorganiser le passé jusqu'à ce que tous les coins les plus vifs aient presque disparu. Puis je me suis levé, j'ai marché derrière le comptoir et je suis revenu avec 4 dossiers minces que j'avais préparés la veille. Chacun contenait des copies, des dates, des dossiers de placement, des formulaires de transfert scolaire, des notes des travailleurs sociaux, des papiers de sortie du système, un formulaire d'admission d'anniversaire sans contact d'urgence listé. J'ai placé un dossier devant chacun d'eux. Mes mains étaient stables. Ma voix aussi. Cela m'a même surprise. Vous utilisez tous des mots comme difficile, débordé et compliqué, ai-je dit. Alors, laissez-moi vous simplifier les choses. Vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez laissé. Personne n'a bougé. J'ai continué. Je leur ai parlé de Opaos et de la fenêtre près de laquelle je m'asseyais. Je leur ai parlé du foyer d'accueil où mes vêtements restaient dans des sacs poubelles. De la femme qui souriait en public et chuchotait du poison en privé. Des nuits où je rationnais la nourriture parce que je ne savais pas s'il y en aurait encore assez le matin. Des écoles où j'ai appris à ne pas mentionner mes parents parce que la pitié rendait les gens mal à l'aise et la cruauté les intéressait. Des maux de tête, de l'insomnie, de la façon dont je m'excusais d'exister bien à l'âge adulte parce que quelque part en chemin j'avais absorbé l'idée que le besoin de quoi que ce soit était dangereux. Ma mère a commencé à pleurer à mi-chemin. Mon père fixait les papiers comme s'ils pouvaient devenir flous s'il ne les regardait pas pleinement. Owen a couvert sa bouche. Chloé pleurait ouvertement. Je ne me suis pas arrêté. J'avais attendu trop longtemps pour être interrompu par des larmes qui auraient dû venir des décennies plus tôt. Puis je leur ai parlé de Chef Ramon, de Madame Brox, de Tessa et Adrien et de la vie que j'avais construite à partir de rien. Je leur ai dit cela parce que je voulais qu'ils comprennent quelque chose d'essentiel. Ils n'étaient pas assis en face d'une enfant brisée qui avait survécu par accident. Ils étaient assis en face d'une femme qui avait été reconstruite par des gens sans obligation de l'aimer et sans lien de sang les forçant à rester. C'était leur mise en accusation. Des étrangers ont fait ce que la famille a refusé de faire. Quand j'ai eu fini, le silence s'est installé dans la pièce avec un poids réel. Puis mon père a dit la chose qu'il croyait, je pense, m'émouvoir le plus. Il a dit, je sais que je ne le mérite pas, mais je suis malade, Sienna. Je n'ai plus beaucoup de temps, et je voulais arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Ma mère a tendu la main vers la mienne, puis s'est arrêtée quand je n'ai pas bougé. Owen a admis qu'il avait espéré que je pourrais peut-être aider la famille à traverser cette période, que peut-être avec tout ce que j'avais bâti, il y avait un moyen de soutenir les soins de notre père. Peut-être l'aider à aller mieux. Peut-être même aider Owen à se remettre sur pied après ce qu'il a appelé une terrible erreur. Ce fut le moment où la pièce a changé. Non pas parce que j'étais choqué. Je ne l'étais pas. Une partie de moi s'y était attendue. Mais l'entendre à voix haute a détaché la dernière couche de performance. C'était là. Le besoin sous la nostalgie, l'urgence sous l'excuse. Il ne m'avait pas trouvé parce que l'amour a finalement dépassé la honte. Il m'avait trouvé parce que mon succès ressemblait à un refuge. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je les ai regardés un par un. Puis j'ai dit la chose la plus honnête que j'ai jamais dite à ma famille. Je n'ai pas construit cette vie pour que les gens qui m'ont abandonné puissent revenir et l'utiliser comme piste d'atterrissage. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé. Peut-être d'une certaine manière je l'avais fait. Chloé a commencé à dire qu'elle ne demandait pas d'argent, seulement une chance. J'ai cru une partie de cela, peut-être même la majeure partie. Elle avait été plus jeune qu'Owen et plus mentie que je n'étais à l'aise d'ignorer. Alors, je lui ai offert la seule douceur qu'il me restait à offrir. Je lui ai dit que peut-être avec le temps, il pourrait y avoir une conversation entre nous. Juste nous, lente, honnête, sans réécriture, sans pression. Elle a hoché la tête à travers ses larmes parce que même elle comprenait que la lenteur était plus que ce qu'il méritait. Puis je me suis tourné vers les autres. J'ai dit à ma mère que penser à moi tous les jours sans rien faire n'était pas de la maternité. J'ai dit à mon père qu'une excuse de lit de mort est toujours en retard. J'ai dit à Owen qu'être enfant expliquait son silence, mais être un homme adulte pendant des années non. J'ai dit que j'espérais qu'ils fassent tous une thérapie. J'espérais qu'ils disent la vérité à partir de maintenant. J'espérais qu'ils apprennent à vivre avec ce qu'ils avaient fait sans me demander de supporter le coût émotionnel de les faire se sentir suffisamment pardonnés pour dormir. Puis j'ai clairement établi mes limites. Je ne leur donnerai pas d'argent. Je ne financerai pas de soins médicaux.
Je ne poserai pas pour une photo de famille réconciliée. Je ne les laisserai pas entrer et sortir de ma vie en fonction de leurs besoins. Si un contact futur se produisait, il se produirait selon mes conditions, par écrit d'abord, et seulement si l'honnêteté restait dans la pièce. Mon père a pleuré alors, le genre silencieux, celui qui vient quand la fierté a finalement épuisé ses mensonges utiles. Ma mère a dit qu'elle était désolée encore et encore jusqu'à ce que les mots ressemblent moins à du langage et plus à un effondrement. Owen a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. J'ai dit, oui, dites la vérité. Dites à tous ceux qui croient encore à votre version plus propre de l'histoire exactement ce que vous avez fait. Arrêtez d'appeler ce qui s'est passé un malentendu. Arrêtez de vous cacher derrière le mot temporaire. Dites-le correctement pour une fois. Vous avez laissé votre fille en charge et construit de nouvelles vies autour de son absence. C'est la vérité. Vivez avec elle. Ils sont restés encore 20 minutes, peut-être moins. Personne n'a touché le café que j'ai offert par habitude. Quand ils sont partis, j'ai verrouillé la porte derrière eux et je suis resté seul dans la boulangerie silencieuse, les lumières tamisées et l'odeur de la pâte de demain fermentant à froid dans la chambre froide. Adrien est arrivé 10 minutes plus tard parce que Tessa lui avait envoyé un SMS quand la réunion a commencé. Il ne m'a pas demandé si ça s'était bien passé. Homme intelligent. Il a juste ouvert les bras et je m'y suis blotti. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était la fin. Ce ne l'était pas. Des fins comme ça ne sont jamais une coupure nette. Il y a eu des emails de suivi, une lettre de ma mère, une d'Owen, une plus courte de mon père après un séjour à l'hôpital. Chloé et moi avons échangé quelques messages prudents au cours des mois suivants. Rien de dramatique, rien de chaleureux trop vite, juste la vérité enfin utilisée pour autre chose que le report. Mais la vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi, avait déjà eu lieu. Non pas parce qu'ils ont souffert, bien qu'ils l'aient fait. Non pas parce que je leur ai fait du mal, bien que j'ai refusé d'adoucir ce qu'ils avaient fait. La vraie vengeance était ceci. Ils ont vu exactement ce que je suis devenu sans eux. Ils ont vu la vie, le travail, le respect, la paix, la famille choisie, le but, et ils ont compris que rien de tout cela ne leur appartenait. Ils n'ont pas eu le droit de revenir à la fin et de se dire partie du miracle. Ils étaient le feu, pas la reconstruction. Ces jours-ci, une partie de chaque bénéfice trimestriel de Second Morning va à une fondation qui finance l'aide au logement, la formation professionnelle et les subventions d'urgence pour les jeunes adultes sortant du système de placement familial. Je l'ai créé parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à devenir extraordinaire juste pour survivre à ce que les adultes n'ont pas réussi à faire. C'est la leçon qui m'importe maintenant. Les enfants se souviennent de ceux qui sont restés. Ils se souviennent de ceux qui ont trouvé des excuses. Ils se souviennent des adultes qui les ont protégés et de ceux qui ont protégé leur propre confort à la place. Et quand ces enfants grandissent, ils méritent plus que des excuses vides. Ils méritent la sécurité. Ils méritent la dignité. Ils méritent le droit d'établir des limites sans être traités de cruels. J'ai pardonné certaines choses, surtout pour ne pas avoir à continuer à boire du poison chaque fois que je me souvenais de leur nom. Mais le pardon n'est pas un accès. La compréhension n'est pas une réunion. La compassion n'est pas une clé de ma porte d'entrée. La petite fille qu'ils ont laissée derrière vit toujours quelque part en moi. Je ne la fais plus taire. Je ne lui dis pas d'avancer plus vite pour la commodité des autres. Je l'écoute. Je la protège. J'ai construit une vie assez grande pour qu'elle n'ait plus jamais à s'asseoir près d'une autre fenêtre en attendant des pas qui ne viendront pas. Et s'il y a une vérité que j'espère que quelqu'un qui entend cela retient, c'est celle-ci, la famille n'est pas prouvée par le sang. La famille est prouvée par ceux qui restent quand rester est difficile.